Vous voyez, c'est le monde à l'envers. Hein? C'est vous attirer je suis avec Chigala. Je vais vous aller plus de sport. Je vais essayer de quand même être sélectif dans les réponses, sinon on n'a pas le temps. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de questions intéressantes et on n'a pas la prétention d'être venu ici pour donner des réponses à toutes les questions. On est venu pour échanger, pour nous poser, si c'est possible, des bonnes questions, quitte à laisser à la réflexion collective le temps d'élaborer, de construire des réponses. Mais on aura réussi si on a suscité les bonnes questions. Alors, maintenant, dans des choses qui paraissent importantes. Par exemple, comment vous vous positionnez. Et là, vous parlez pas au NPD, mais au PAM. J'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir été secrétaire général du PAM lors de la première période de sa constitution. Donc, j'ai assumé mon âme et conscience et j'ai essayé d'apporter ma contribution selon ma conviction. Alors, avant de répondre dans le détail de votre question, je suis quand même obligé de dire, et sans chercher la polémique, d'attirer l'attention. On a évoqué tout à l'heure le travail de Rémi Leroux sur le Maroc. Malheureusement, quand nous débattons de politique marocaine, quand nous essayons d'analyser notre situation, on ne se réfère pas aux gens qui ont fait des travaux de fond. Normalement, on reste dans une espèce de doxa qui, en général, est élaborée par les journalistes ou par des officines qui utilisent la presse et qui veulent imposer une certaine façon de décrypter une réalité. Ça fait partie du combat politique. Les livres sur commande, les articles sur commande, les choses, ça fait partie de la vie. Mais ça finit par imposer à une société qui n'est pas suffisamment outillée une façon totalement aliénée de lire elle-même son passé. Je prends un exemple. Au Maroc, on parle souvent de droite-gauche. Et je vais venir à votre question du positionnement du PAM en relation avec les livres dits et du CETA. On parle au Maroc de droite-gauche, mais on n'a pas fait le travail suffisant pour comprendre le système politique marocain. Il est difficile, dans un système qui a fonctionné, que l'on continue à appeler le Khzan, qui a fonctionné pendant des siècles, sur le modèle d'un système circulaire, et non pas avec un centre et une périphérie. Les enjeux au Maroc, c'est qui est proche du centre et qui est menacé d'exclusion vers la périphérie. Le jeu politique, parce que les ressources étaient, on avait un État, pour dire les choses telles qu'elles étaient, les ressources étaient concentrées entre les mains d'un État qui souvent était un État prédateur, qui avait des relais. Il y avait des relais dans les tribus, les grands caïds, etc. Il y a la prédation qui est exercée sur les ressources, et toutes les ressources sont concentrées au centre. Et le jeu politique a consisté en un effort de se rapprocher du centre. Ça, c'est déjà une hypothèse de travail que je me permets de proposer aux étudiants, chercheurs, doctorants, etc., pour essayer de lire autrement le système politique, différemment qu'en transposant le système français, où il y a eu la droite et la gauche, qui est fondé dans un moment précis de l'histoire française, où les gens qui étaient pour le roi se sont mis à gauche, ceux qui étaient contre le roi se sont mis à droite, et ça n'est pas une vérité universelle. Dans les sociétés anglo-saxonnes, on ne parle pas de droite et de gauche. On parle de forces conservatrices, on parle de forces plus sociales, travaillistes, autre chose, on parle de républicains ou de démocrates, etc. Donc ce n'est pas le modèle français qu'on va transposer pour décrypter la réalité marocaine. Donc déjà, ça, sur le plan méthodologique. Maintenant, pour nous, par ce qui est écrit dans notre littérature, le premier jour, quand on a déposé un dossier, vous savez que la loi marocaine vous impose de décliner un peu les orientations et le positionnement de votre formation. Et on a dit, nous, le PAM, nous nous positionnons par rapport à des valeurs et par rapport à des objectifs. Et non pas par rapport à des étiquettes.
Les gens de ma génération, quand on était jeunes étudiants à l'UNED, on nous disait que l'extrême droite, c'était le parti de la manifestation. Alors, j'ai vécu et je vois que le parti de la manifestation est classé à gauche dans la Koutra, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est le Maroc qui a changé. Donc, bon, on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est un parti qui était classé de droite. Mais en fait, il n'était pas de droite. Il n'était pas de gauche. En fait, c'est un parti de l'élite nationaliste qui était en compétition pour se rapprocher des centres de pouvoir. C'était ça, la vérité politique. Et vous le savez peut-être mieux que moi, ceux qui sont en Sciences Po, l'idéologie, dans le sens premier du terme, l'idéologie, c'est jamais un savoir. C'est un discours qui est justement produit pour transfigurer la réalité. C'est pour camoufler les intérêts des acteurs sociaux. Ils produisent un discours idéologique. Donc, l'idéologie investit le champ du journalisme parce que le champ scientifique est paresseux ou inexistant, et les journalistes nous offrent des lunettes pour lire notre réalité qui sont totalement déformantes. Et on ne comprend rien. Et vous posez votre question à partir de votre position d'observateur vivant ici en France et militant du Parti Socialiste, et vous dites, bon, est-ce que ces gens-là sont... Bon. Et je vous dis, faites l'effort de comprendre. Donc voilà, Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? Je vais dire directement à la dernière question. Déjà, un petit mot sur le RDH 50 qui appartient à toute la société, effectivement. Et s'il est perçu comme ça, c'est une excellente chose. Le rapport sur le développement humain, c'est une offre de débat. Les auteurs ont dit de façon très modeste, c'est une offre de débat. À tous les acteurs. Ils n'ont pas dit aux gens de gauche, aux gens de, entre guillemets, ou aux progressistes et aux réactionnaires, voilà, je vous donne ce rapport, il est destiné à vous. Non. Ils ont dit, c'est une lecture faite par des Marocains. Et c'est salutaire, à mon sens, pourquoi? Parce qu'une société a besoin, justement, de se connaître sans opacité. Depuis le début du XXe siècle, la société marocaine, le savoir produit sur la société marocaine était émanant d'un regard exogène. La mission scientifique, en 1906 à Tanger, créée par les Français, puis toute la littérature de la sociologie coloniale, produite en général par des sociologues ou par des officiers des affaires indigènes, donc ce rapport, plus les rapports de l'indépendance, les McKinsey, etc. C'était ou les rapports des institutions internationales. Ce savoir-là, à un moment donné, le Maroc a dit, bon, nous avons suffisamment confiance en nous-mêmes et nous sommes outillés parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont acquis le savoir nécessaire et la méthodologie nécessaire, qui pourront faire cet exercice. Et nous avons le contexte de liberté qui garantit que l'on soit uniquement en face d'arguments de connaissance et de savoir, et non pas d'arguments d'autorité ou d'arguments métaphysiques pour comprendre notre réalité. C'est ça, si vous voulez, ce qui sous-tend cette démarche. Donc ça appartient à tout le monde. Les autres ne l'ont pas perçu parce qu'il y avait de l'autisme.